Alors bien sûr, ce soir, on me demande de faire un sans filet, parce que le défi est grand. Le défi des parents, ce soir, c'est d'être capable à certains moments de la conférence de ne pas se retourner vers leurs enfants en leur disant « T'as vu ?» Ils ont compris de quoi je parle. Donc déjà, je fais le pari de l'intelligence des parents. Vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Le second défi, il est le suivant. Ça va être d'arriver à fermer le joujou, ne pas texter, ne pas whatsapper, faire en telle sorte que tous les lol du monde arrivent, mais seulement après la conférence, pour réussir un petit peu à se centrer, à se concentrer sur ce sujet qu'on va aborder ensemble. Et bien sûr, j'attends, vous le comprenez bien, après vos questions. Ce thème, est-ce qu'il est véritablement bien nécessaire? Il vous est sûrement arrivé de vous promener à Lyon, dans des vieux quartiers. Ou alors pour certains, quand vous êtes montés dans la capitale, à Paris, de vous promener aussi dans des quartiers, vous avez vu sûrement des grands bâtiments sur lesquels flotte le drapeau de la République. Il y a au-dessus du drapeau ou en dessous, ça dépend, marqué liberté, égalité, fraternité. Et puis, en dessous, gravé l'inscription suivante, école de filles. Et puis sur d'autres bâtiments, vous voyez gravé liberté, égalité, fraternité, école de garçons. Elle n'est pas si loin cette époque dans laquelle la séparation garçon-fille était quelque chose qui était du domaine de l'évidence, était quelque chose qui était considéré comme normal, non pas juste au nom de la religion, mais au nom d'une règle dont on va essayer de comprendre si elle a véritablement du sens. L'enjeu au fond d'une réflexion sur ce sujet est le suivant. L'enjeu est simple. Nous sommes dans une société qui a une certaine manière de voir les choses. La question qu'on doit se poser aujourd'hui est de savoir, et je la pose en premier lieu à ceux qui se sont mis un peu au fond de la classe, mais sans doute pour écouter avec encore plus d'attention, l'enjeu est le suivant, sommes-nous libres? Sommes-nous libres d'avoir un regard qui nous appartient sur les choses? Ou alors, sommes-nous tombés dans le piège de suivre le courant dans lequel nous sommes? L'enjeu de la mixité, c'est pas de s'embrasser trop tôt. Bien sûr qu'il est là. L'enjeu de la mixité, ce n'est pas juste d'être dans l'univers du fantasme et des représentations. L'enjeu de la mixité, ce n'est pas juste rentrer dans un faux monde de séduction dans lequel on existe à travers le regard que l'autre porte sur nous, et quand il s'agit du regard du garçon sur une fille, généralement pas trop sur la profondeur de son regard, mais sur autre chose, vous le savez parfaitement. L'enjeu, en premier lieu, il est de savoir, est-ce qu'au fond, aujourd'hui en tant que juifs, en tant que jeunes juifs, nous nous réservons la liberté d'avoir une pensée qui est différente que celle qui est présente dans le monde dans lequel nous sommes? C'est ça au fond le premier enjeu. Est-ce que nous sommes libres? La liberté, c'est ce que vous retrouvez à un carrefour. Et dans ce carrefour, vous avez deux choses. C'est la liberté que je prends entre le choix de suivre mes désirs ou l'univers de la règle. Lorsque je me retrouve à ce carrefour, c'est à ce moment-là où je deviens véritablement un être humain digne de ce nom. Alors avant de rentrer dans le problème de la mixité,
avant de rentrer dans, au fond, la réflexion sur pourquoi, dans la Torah, on est si vigilant par rapport à cela, avant de rentrer dans une réflexion sur ceux qui, dans leur peur de la mixité, vont parfois beaucoup trop loin, et à force de vouloir interdire, font de l'interdit un fantasme, eh bien, il faut essayer de réfléchir si nous nous réservons le droit d'être libres. Posez-vous la question. Si demain, vous décidez de ne pas fonctionner comme l'univers qui est autour de vous, si demain vous décidez de poser des limites, si demain vous décidez de poser d'autres cadres, si demain vous cherchez à ne pas répondre à toutes les sollicitations du monde extérieur, si demain vous dites « je ne réponds à mon téléphone portable qu'un quart d'heure par jour et pas plus », comment est-ce qu'on vous regarde? On vous regarde mal. Pourquoi? Parce que vous affranchissez du groupe, parce que vous affranchissez du système, parce que tout simplement, à un moment, vous montrez qu'on peut être libre. Et c'est une remise en cause. C'est la raison pour laquelle on nous rejette dès lors que l'on a envie d'affirmer une identité différente que celle du milieu dans lequel on se trouve. Et vous encore, vous êtes dans un univers des valeurs. Mais vous savez très bien qu'il y a un univers dans lequel les valeurs sont à géométrie variable, et qu'une jeune fille qui a 13, 14, 15, 16 ans n'a pas encore fait ses premières expériences de proximité, on la regarde de manière surprenante, elle n'est pas dans la norme. Qu'un garçon qui ne peut pas discuter avec ses copains de manière un peu light de ce qui se passe du côté des filles est considéré comme un coincé. Alors qu'au fond, il pose ici la base de sa réussite future dans sa construction d'homme et dans la construction de son histoire. Le problème, c'est qu'on est dans l'instant présent. Et je vais vous donner un exemple très simple. Un enfant vient chez son père et lui dit « Papa, s'il te plaît, tu peux me donner quelques euros ?» Le père lui demande pourquoi. Et le fils lui dit ben, « C'est pour acheter une substance qui va aromatiser mes cigarettes. » Vous voyez ce que je veux dire? Faites pas semblant. Le narguilé ou autre chose. Pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle du shit. Pour ceux qui sortent là dimanche, quoi. Alors le père va dire « Mais t'es fou, c'est pas bon !» C'est ce que l'enfant va dire au père. « Mais papa, c'est très bon. Si c'était pas bon, j'en fumerais pas. » Qui a raison? L'enfant. Bien sûr que c'est bon. Et j'espère bien, surtout au prix où tu le payes. La question elle est la suivante. C'est bon, c'est sûr. Mais est-ce que c'est bien? Et c'est là où au fond va se situer le premier débat. Dans tout ce qui est du domaine de ces univers qui nous attirent, nous savons que ces univers sont bons. C'est tellement bon pour une fille de se sentir exister à travers le regard d'un garçon. C'est tellement bon pour un garçon d'avoir l'impression qu'il y a une demoiselle qui le regarde avec des yeux langoureux. C'est tellement plus simple d'exister à travers les relations de séduction. C'est les solutions de facilité. C'est pas très compliqué. C'est bon. Mais est-ce que c'est bien? Non pas juste bien au niveau de la norme religieuse, mais est-ce que c'est bien de choisir d'exister à travers un regard qu'il est tellement simple de capter? Est-ce qu'au fond c'est bien de prendre cette habitude d'être dans un univers de séduction pour pouvoir au fond avoir l'impression que l'on a une place? Aujourd'hui, c'est toi, demain, ça sera une autre, même si on s'est juré un amour éternel. C'est comme ça. Quelles sont ces déceptions que l'on construit? Quelles sont ces désillusions que l'on met en place? Quelles sont ces meurtrissures que l'on installe? Quelles sont ces cicatrices qui sont présentes et qui s'effaceront tellement difficilement? Ça, c'est déjà le premier point.
Et je crois qu'à un moment, il faut prendre la mesure. Il ne s'agit pas juste de dire « mais non, nous sommes au-dessus de tout cela ». Il y a un homme qui s'est appelé le plus sage de tous les hommes, le roi Salomon. Shlomo HaMelech, un jour s'est trouvé confronté à un problème, c'est le problème du harem du roi. Le roi et son harem. Un roi aurait le droit d'avoir un certain nombre de femmes, qui sont des concubines. Mais le verset dit, Velo yarbelo nashim, le roi ne devra pas avoir comme ça tellement de femmes, Velo yasur levavo, afin que son cœur ne se détournera pas. Le roi Salomon, Shlomo HaMelech, a dit, Ani arbe velo asur. Moi, j'en aurai beaucoup, mais je me connais, lo asur. Mon cœur ne se détournera pas. Traduit dans notre univers, j'irai à la plage, j'aurai ce qu'on appelle le syndrome de Roland-Garros, mais je vous promets, ça ne me fera rien. Why not? Quoique ça m'intéressait un jour que celui qui pense que ça lui fera rien se présente à moi, parce que j'aimerais encore rencontrer d'ange. Ça me ferait plaisir. Shlomo HaMelech, il a dit, Anir, mais moi j'aurai. En 2 mots, il a dit, non mais c'est moi, c'est pas comme les autres. Shlomo HaMelech dit le Midrash, la lettre Yud du Molo Yassour. Elle monte devant le créateur de l'univers et dit, Shlomo veut m'annuler. Il considère qu'il n'est pas concerné par moi. Akadosh Baruch Hu dit à la lettre Yud du Molo Yassour, Shlomo est 1000 comme lui, j'annule. Mais une lettre de toi, je n'annule pas la Torah. Et dit le texte, et c'est à la fin de sa vie, et les femmes du roi Salomon ont détourné son cœur, même Shlomo HaMelech. Jean-Jacques Goldman le chante très bien dans une de ses chansons. Nous, c'est pas comme les autres. À un moment dans la vie, on est tous dans cette position. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Non, mais moi, c'est pas la même chose. Non, mais lui et moi, c'est pas la même chose. C'est pas la même. Je vous promets. Et on est dans cette escroquerie dans laquelle on se raconte des histoires parce qu'au fond, on n'a pas le courage. On n'a pas le courage à un moment d'accepter qu'on fonctionne comme tout le monde. Et que si à un moment nous sommes dans un univers de règles, c'est qu'elles ont du sens. Et je suis sûr qu'il y en a qui sont en face de moi, qui sont en train de se dire « Non mais il n'a rien compris, il ne sait pas. » Pourquoi je ne sais pas? D'abord parce que j'ai été ado moi aussi et que je m'en rappelle bien. Et parce que les ados et les jeunes, je les rencontre aujourd'hui. Alors moi j'ai une question. La question elle est simple. Aujourd'hui, la mixité est là. On se connaît, on se fréquente parfois fort près, beaucoup trop près. Qu'est-ce qu'on fait? Des études comparatives. Très tôt. Je sais ce que c'est une fille. 2, 3, 4, 5. J'ai pris l'habitude de discuter avec une deuxième, une troisième, un garçon idem. Arrive l'âge de se marier, 21, 22, 23 ans. A priori, tout devrait bien se passer. J'ai l'habitude. Qu'est-ce qui fait que ça se passe de moins en moins bien? Qu'on n'arrive pas à se décider. Pourquoi? Parce qu'on a dans la tête nos expériences passées, on est dans des modèles comparatifs. Et quand après on est dans l'histoire du couple, on se rappelle que tiens, avec quelqu'un d'autre, ça pouvait être différent. Donc exit, surtout à l'ère d'Internet, ou quand ça ne plaît pas, exit et on passe à autre chose. C'est ça les enjeux. Les enjeux, en premier lieu, ils sont là. Est-ce qu'on a envie de prendre le temps d'y réfléchir? Shlomo HaMelech dit, la kol zman va'et tachat hashamayim, il y a un temps pour tout sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Sarah Imé nous dit le texte, notre matriarche Sarah. Le texte nous dit qu'elle a vécu 100 ans, 20 ans et 7 ans. Vous savez, vous l'avez étudié. 100 ans, 20 ans et 7 ans. Question. Pourquoi tu dis 100 ans, 20 ans, 7 ans? On dit qu'elle a vécu 127. Alors certains vont dire parce que c'est un principe chez nous les juifs. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc au lieu de dire 127, on a dit 100 ans, 20 ans, 7 ans. Rav Shimshon Raphaël donne une explication incroyable. Il y a Rashi, il y a d'autres. Il dit, ce qui fait que Sarah a vécu une vraie vie, qui a du sens, c'est qu'elle a fractionné son existence en plusieurs parties. La période de l'enfance, la période de la jeune fille et la période de la femme. Quand on est enfant, quand on a 7-8 ans, on ne se préoccupe pas de savoir si on plaît. On joue. Quand on est à l'âge de la jeune fille, on se construit en dehors du regard des garçons qui perturbent tellement et qui nous empêchent de nous concentrer sur l'essentiel. Et après, on arrive à l'âge de la femme. Là, on construit. À force de faire les choses à l'envers, on ne les fera jamais. Perte d'énergie.
Expliquez-moi aujourd'hui à quoi sert une relation fille-garçon. À rien. Si ce n'est à attiser des fantasmes, à choisir les solutions de facilité, parce que tout simplement, comme on se plaît mutuellement, on aura toujours des paroles réconfortantes l'un par rapport à l'autre, et donc d'une certaine manière, ça sera un allô maman bobo qui nous satisferont parfaitement. Et qu'on ne me dise pas mais non, nous avons des intentions très pures, nous sommes dans notre... C'est pas vrai. Pourquoi quand tu la vois, t'es plus comme ça, et avant de le voir, t'es comme ça? Allez, il y a bien de raison. Mais c'est normal. On est des garçons, on est des filles. Mais attendez, moi j'ai envie de lui plaire. Et j'espère que tu as envie de lui plaire. Est-ce que c'est le moment? Pourquoi? Tu veux te marier? À quoi ça sert? À quoi ça sert si ce n'est d'inscrire des images? Ou d'être dans des attirances qui amèneront nécessairement à un moment à des contacts physiques, qu'on le veuille ou pas. Parce qu'on est des êtres humains faits de chair et de sang. Et quand on est proche, à un moment, les proximités génèrent d'autres choses, c'est la réalité. On peut être qui on veut, c'est comme ça que ça se passe. Ça sert à quoi? À rien. À être dans l'illusion d'un plaisir qui ne construit rien, qui n'est valable que pour l'instant, et qui à terme sera l'origine, souvent, de réelles difficultés dans la relation que l'on va construire au niveau du couple. Ça te fera plaisir de savoir que celle qui est ton épouse a regardé déjà 6 ou 7 garçons avant toi en leur disant les mêmes mots qu'elle te dit aujourd'hui et en ayant les mêmes gestes. Au fond, entre nous, et dans notre sens. Je ne parle pas de l'univers des garçons qui disent « Non, mais c'est bon, avant le mariage, on se marre. On joue de qui? On s'amuse avec qui? Pas avec l'autre, avec nous d'abord. » Alors c'est vrai que je suis un peu violent, je suis d'accord. Mais je vais vous dire parce que l'enjeu, il est énorme. Je peux vous dire, c'est très assourd. C'est pas besoin, vous le savez. Vous le savez. Si la Torah a mis des telles limites, c'est pourquoi? C'est pour être capable de construire des individus qui, à terme, pourront réaliser leur projet d'existence. Vous pensez qu'un garçon et une fille qui ne se sont jamais parlé auparavant, le jour où ils se rencontrent, ils n'arriveront pas à vivre ensemble, mais c'est pas vrai. La Kolzmanvet, il y a un temps pour tout. Il n'y a pas de déperdition d'énergie. Moi, je vois quand j'enseigne à l'université, c'est incroyable de voir les pertes de temps, les pertes d'énergie. On est dehors, et on tchatche, et on se drague, et on se dragouille, et machin, etc. Et on fait semblant, etc. Et un petit SMS, un petit WhatsApp, et un petit machin. Ribono shel olam. Tout ce temps-là, tu le perds pourquoi? Pour être dans l'illusion de plaire à quelqu'un, pour te rassurer sur toi-même. Mais t'existes quand, dis-moi? Ça, c'est au fond la réflexion qu'on doit avoir. Et je crois que si aujourd'hui c'est si difficile, c'est parce que l'univers, nous, des adultes, on n'est pas clairs aussi. Parce que être clair en tant qu'adulte, c'est être capable à un moment de savoir aussi poser nos limites et nos cadres. On demande à nos enfants d'avoir une exigence par rapport à eux sur ce qui est difficile. Et c'est très difficile aujourd'hui d'échapper à la tentation de la mixité. Mais nous, en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'on attend de nous-mêmes? À quel moment nos enfants nous voient-ils faire des efforts? À quel moment nos enfants nous voient-ils nous battre contre nous-mêmes pour des choses qui sont importantes? Est-ce qu'ils nous voient être capables de résister à l'appel de l'ordinateur? Est-ce qu'ils nous voient être capables de résister à l'appel de la flemmardise? Est-ce qu'ils nous voient être capables de résister à l'appel de la colère incontrôlée? On leur demande de résister à quelque chose qui est ultra violent. C'est ce qu'il y a de plus violent. L'appel de l'autre et nous. Il faut bien oublier, il ne faut pas oublier, pardonnez-moi, qu'au fond, derrière ça, il y a quand même aussi ce que nous sommes en tant qu'adultes. Un enfant ne peut pas être dans un univers d'un effort colossal. C'est sortir de la facilité. Gérer avec intelligence la mixité, c'est sortir de la facilité. C'est tellement plus facile d'exister dans un regard de fille pour un garçon et réciproquement. On se sent valorisé, plutôt que de se sentir valorisé à travers ce que l'on fait par rapport à soi-même. L'univers des garçons est plus dur. L'univers des filles est souvent plus chippie. Prendre sa place dans un univers comme ça, c'est pas simple. Alors on choisit la facilité, mais nous, dites-moi, nous, qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on ne choisit pas aussi dans notre vie la facilité? Les solutions les plus simples.
on ne peut pas demander à ceux qui ont décidé d'être un peu plus en arrière de produire des efforts qui pour eux seront compliqués. Si pour nous, nous ne sommes pas capables de fonctionner dans le même principe par rapport à nos défis à nous en tant qu'adultes, c'est pas possible, on n'est pas crédible. C'est une histoire qui va dans les deux sens. Ça va être déjà le premier point. Maintenant, bien sûr, le danger serait de... Les garçons, les filles, va des rétro-satanas, tu t'enfuis. Alors vous connaissez l'histoire de ce papa qui avait décidé que son fils ne devrait jamais voir de fille. Ah, il s'est débrouillé pour qu'il ne voit jamais de fille. Je ne sais pas comment il a fait, il l'enfermait. Une histoire de fou, il passait par des tunnels. Un jour, son garçon qui a 16-17 ans sort et... Voilà, il voit une femme, il voit une fille. Ah, il regarde ça, il n'a jamais vu. Et il dit à son père, papa, c'est quoi ça? Et le père très... non, ça c'est une colombe. Papa, tu peux m'acheter une colombe, s'il te plaît? Il ne faut pas faire de la mixité un fantasme. C'est-à-dire qu'à un moment, quand nos enfants sont petits, ils sont gagnent ensemble, ils jouent ensemble et c'est normal. Il faut tout simplement savoir que chacun a un territoire à un moment. Que tout simplement on n'a rien partagé ensemble. Ça ne veut pas dire que quand on se croise, on ne se dit pas bonjour. Mais à un moment, tu as ton univers, j'ai mon univers. On peut être poli, gentil, bien élevé, mais je n'ai rien à partager avec toi. Parce que tout simplement, tu as ton univers dans lequel tu te construis, j'ai mon univers dans lequel je me construis. Pour que par la suite, celui avec lequel je vais construire mon histoire, je puisse l'identifier et le voir, et ne pas me dire « Ribono shel olam », j'en ai tellement en tête, comment vais-je faire pour sélectionner le bon ou celle qui me convient? C'est ça la difficulté. Ça, c'est déjà un premier point. L'autre point maintenant sur lequel je voudrais m'arrêter, l'univers de la mixité n'est pas simple, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde dans lequel le rapport au corps est très présent. Et on peut être très pratiquant. Mettre cette tefilin tous les jours, faire Shabbat, mais à un moment tu ne peux pas dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. C'est pas possible. Et les maîtres de la Kabbale nous disent que la réussite future d'un couple dépend de la capacité qu'ils ont eu de se préserver avant le mariage. Il faut le savoir à un moment. Et pour pouvoir réussir à préserver la relation avant le mariage, il faut que tout simplement la relation à l'autre soit du domaine de l'impossible au niveau du contact physique, c'est-à-dire qu'on n'en ait pas une expérience passée. Maintenant, bien sûr, ça demande quoi? Quelque chose de très simple. Le Rambam Maïmonide nous dit la chose suivante. Le Rambam dit la nature horreur du vide. Si on n'a pas la tête occupée par quelque chose d'essentiel, elle est occupée par quelque chose d'accessoire. Et cet accessoire, généralement, c'est l'univers de la mixité. C'est l'univers vers lequel on a tendance en premier lieu à s'enfuir. Un monde qui a créé des impératifs de plaire. Regardez toutes les pubs pour les vêtements, les filles. Est-ce qu'on vous parle de leur beauté? Non, généralement, il y a toujours un mannequin sympathique qui est dans le secteur. On voit la robe et on voit l'homme qui regarde d'un air de prédateur, de consommateur potentiel, comme si vous étiez un shawarma sur deux pattes. Seulement, comme derrière, il y a des jolis mots, comme derrière, il y a l'illusion d'une forme de romantisme, alors on a l'impression que ce garçon-là avec lequel tu échanges, qui t'a dit, tu sais, t'es la seule, t'es l'unique, pourquoi tu le crois? Et dans l'autre sens, il ne faut pas exagérer. À un moment, il faut sortir de l'univers du rêve. Il faut rentrer dans l'univers du réel et dire à l'autre, mais pourquoi tu as envie d'être en contact avec moi? Qu'est-ce que tu cherches? Tu comprends, qu'est-ce que tu cherches? De quoi as-tu besoin? Pourquoi tu as eu besoin de chercher chez un garçon ou une fille ce que tu as besoin maintenant? Explique-moi, juste avec des mots normaux. Et vous verrez que la plupart du temps,
les mots, ils s'embrouillent. Donc comment on fait? On commence d'abord par faire des compliments. Waouh, t'es super. Ah, t'es génial. Oh, ceci. D'accord? Tout flatteur vite au dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaudra bien un échange de SMS, j'en doute. N'est-ce pas? Après, on s'habitue très vite. Moi, vous savez, si tous les matins, j'ai une gentille demoiselle qui m'envoie un petit SMS en disant « Bonjour, comment tu vas? T'as bien dormi ?» J'apprécie. Et après, non seulement j'apprécie, mais j'ai envie. Ça me fait plaisir. Au passage, à combien d'autres elle l'a envoyé? À combien d'autres il l'a envoyé? Ça, vous n'en savez rien. Et donc, à partir de là, on rentre dans un univers factice. Un univers dans lequel, au fond, on est dans une forme de rêve. La question, elle est de savoir, est-ce que vous pensez véritablement que l'objectif de la Torah, c'est de faire du mal? La Gemara, les maîtres du Talmud disent un truc absolument fondateur. Ils disent « Al yom haradam yefshi » que l'homme ne dise pas sur ce qui est interdit, ça me dégoûte. Yom harevshi vefshi, on doit dire sur ce qui est interdit, qu'est-ce que j'en voudrais, c'est super bon. Maïsé, qu'est-ce que je peux faire? Dieu a dit que c'est pas pour moi. Vous pensez que quand on mange des crevettes, on a mal au ventre? Vous pensez que ceux qui dégustent du homard, ils en souffrent? Vous pensez que se balader sur une plage, comme on veut, manger ce que l'on a envie et vivre ce que l'on veut, c'est quelque chose qui est dégoûtant? Pas du tout, ne te raconte pas l'histoire. Ceux qui disent « Mais non, c'est horrible ». Tu diras « Bon, mon cher, ça voit que tu n'as pas goûté. Goûte, tu vas voir, c'est bon. » Mais j'espère bien que c'est bon. Mais c'est qu'est-ce que je peux faire? C'est pas le moment. C'est bon, mais c'est pas bien. Une barrette de shit, c'est bon, mais c'est pas bien. Une ligne de coke, c'est bon, mais c'est pas bien. Mais c'est la même chose ici. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est comme dans les médicaments, il y a un effet retard. On ne voit pas immédiatement l'impact des choses. Et le problème, c'est qu'après, on pleure les larmes de son corps. Pour une jeune fille, de n'avoir pas su réserver ce qui est le plus précieux chez elle pour celui avec lequel elle va construire son histoire. Pour un garçon, pour être tombé dans le piège dans lequel il n'est plus capable d'avoir un vrai regard sur ce qu'est une femme, mais d'avoir un regard beaucoup plus intéressé par rapport à ce qu'il peut en prendre. Vous croyez que ça ne laisse pas de traces? Je peux vous dire, à travers l'expérience que j'ai là, je ne mets pas ma casquette de rave, ma casquette de celui qui dirige une structure avec un certain nombre de thérapeutes. Quand je vois arriver les jeunes gens et les jeunes filles avec un regard mort, vide, terne, qu'est-ce qu'ils se sont abîmés? Et quand vous voyez des gens qui se sont préservés, qui ont un regard pétillant, un regard dans lequel il y a de la vie, parce qu'ils ont fait justement attention de préserver cette vie. Quel est le choix qu'on veut faire? C'est compliqué, j'en conviens. Mais le défi en vaut la peine. Alors concrètement, comment on fait? Alors quand les Chachamim ont décidé qu'il ne fallait pas être mix, vous savez à quel moment on découvre ça? C'est un verset dans les prophètes, qui nous dit que, je ne me rappelle plus du texte exactement, c'est un texte qui est rapporté par la Gemara, qui nous dit que « Et les hommes seront d'un côté, les femmes de l'autre ». Vous savez à propos de quoi on parle? D'un enterrement. Alors vous regardez, vous dites « Oh, dans un enterrement, même si les garçons et les filles sont ensemble, c'est exagéré. On est face à la vie, à la mort, c'est lourd. C'est pas maintenant, on va avoir toutes sortes d'idées dans la tête. » Et la Chachamim disent oui. Même quand on est confronté à la dimension finie de l'existence, eh bien malgré tout, la nature peut reprendre le dessus. Car ainsi est fait l'être humain. Les Chachamim connaissent la réalité de ce qu'est l'homme. Elle est ce qu'elle est. C'est quoi la grandeur de quelqu'un? C'est d'être conscient de la difficulté qu'il peut avoir et décider de se préserver. La grandeur de quelqu'un, c'est de connaître ses faiblesses, de les accepter, de penser qu'il n'est pas au-dessus de tous, et qu'à partir de là, s'il veut se construire, il doit apprendre à gérer ces parties compliquées de lui-même. Quelqu'un de grand, c'est quelqu'un qui accepte qu'il est aussi faible, qu'il est un être faillible, qu'il fonctionne comme tout être humain et c'est normal, et qui se pose la question, non pas qu'est-ce que la Torah juste attend de moi, mais qu'est-ce que j'attends de moi-même? Qu'est-ce que j'exige de moi-même? Et à ce moment-là vient l'impact du groupe, vient l'impact des autres, vient l'impact de ceux qui disent « Mais arrête,
T'es pas cool, t'es pas détente, ça y est, t'es devenue religieuse, t'es chômeur et média, t'es devenu religieux, tu veux plus? Pourquoi il dit ça? Parce que ça bouleverse, parce que vous êtes comme eux, vous avez les mêmes hormones qui bouillonnent dans le corps. Et vous dites, j'ai décidé de prendre le contrôle de ma vie. Regardez, imaginez, je vous racontais un truc très simple. Il vous est tous arrivé un jour, les parents et les enfants, de faire du poney. Vous savez, le poney, on est sur le poney, les parents, quand ils n'ont pas trop peur, ils tiennent la longue du poney pour le diriger. Un poney qui se respecte, donc un poney normal, dès qu'il va voir une petite touffe d'herbe au loin, il y va. Un cheval qui se respecte, dès qu'il va voir une jument qui se balade de l'autre côté, il y va. C'est quoi le problème de celui qui dirige le cheval ou de celui qui est le cavalier? Vous avez déjà fait du cheval? Moi j'en ai fait. Ben, le problème qu'on a à ce moment-là, c'est quoi? C'est de lui expliquer que c'est pas lui qui contrôle, mais c'est moi qui dirige. L'âme et le corps, le cavalier et le cheval, qui dirige qui? C'est le cheval qui me dirige. Oui, mon cheval, il est le même que le vôtre. Je me rappelle un jour, un de mes garçons m'a dit « Ouais, tu me fais pas confiance. » Je lui ai dit « À toi, je fais confiance. Mais pas ton Yetzerara, pas ton instinct du mal. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai le même. Et je le connais. On a le même. Qu'est-ce que tu crois? Alors c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, on apprend à le gérer. Et on espère le gérer le mieux possible. Et on n'y arrive pas toujours, je vous rassure tout de suite. Mais bon, au bout d'un moment, on a le droit de grandir. Mais c'est le cavalier qui décide de conduire le cheval. Et quand le cheval il va manger l'herbe, mais c'est normal, c'est son job. Quand nos corps, quand notre émotion nous dit « va là », c'est normal que j'y aille. Mais qui dirige quoi? Il y a 3 dimensions dans l'être. Il y a d'abord son intellect, Mohar, c'est le cerveau. Il y a après les émotions, lèvres, le cœur. Et il y a après l'action, le mouvement, la pulsion, ça c'est le corps. Et le corps fonctionne parce qu'il y a du sang, du dame. Et le sang, il est essentiellement où? Dans le foie. Le foie est gorgé de sang. L'esprit, l'intelligence, le cerveau se dit en hébreu Mohar. Le cœur, siège des émotions, se dit lève. Le foie, siège de la pulsion, se dit kaved. Même de Mohar. Lamed de lève. Kav de kaved. Ça vous fait Melech, le roi. Être le roi de sa vie. Diriger son existence. Maîtriser son existence. Ça commence par quoi? Par faire en telle sorte que mes mouvements démarrent parce que ma tête dit. En second lieu, je fais intervenir mes émotions et seulement après mon corps agit. Si je fais le contraire, kaved, mes pulsions, mes envies, ou alors mes émotions, et après je réfléchis, ça me donne kaf, lamed même, kloum, rien, ou alors kalem, la destruction. C'est pas juste des jeux de mots. Contrôler son existence, diriger son existence. Mais nous, les parents, si on ne donne pas l'exemple, si dès le moment où un enfant nous stresse, on explose, il dit, mais qu'est-ce que tu m'as montré? Tu sais très bien qu'en explosant immédiatement, ce que tu fais, c'est ridicule. Donc tu n'agis pas avec ta tête, tu agis avec tes émotions, avec tes pulsions. Et moi, tu me demandes de fonctionner autrement. Il est où ton exemple? Qu'est-ce que tu me montres? Ah non, on va dire, ah non, mais moi, tu sais, hein, je parle pas aux filles. Ouais, alors? Dans cet univers-là, peut-être. Mais dans l'univers, quand tu as envie de manger ta delphina, et qu'elle n'est pas assez chaude, ou que quand je t'embête, et que ça t'embête, ou quand je te dérange parce que tu veux faire ça, comment tu fais? Comme moi, tu as une pulsion, et tu réagis à ta pulsion en disant, oui, ok, je cours, je crie. Et après, je réfléchis, je me dis, tiens, c'est un peu dommage de voir. Mais peut-être que parfois, il est un peu trop tard. Faut pas croire, hein. Mais si on n'est pas capable, nous, en tant qu'adultes, de montrer qu'est-ce que ça veut dire diriger notre vie, on ne peut pas leur demander à eux de le faire. C'est pas possible. On peut leur demander, mais on risque de ne pas être très crédible. Alors bien sûr, je vous rassure, hein, on est tous faillibles. Il n'y a pas un adulte qui un jour n'a pas craqué, moi en tête. Mais il y a une différence entre de temps en temps ne pas gérer les choses et installer ça comme système. La meilleure manière, vous savez, d'arrêter de fumer, c'est de ne jamais commencer. C'est la meilleure manière. La meilleure manière. Moi, il y a une époque, malheureusement, j'ai fumé, pas très longtemps. Et un jour, il y a un de mes garçons qui m'a regardé, il m'a dit, papa, je comprends pas. Tu dis qu'il faut résister dans la vie, et toi? J'ai pris mon paquet, je lui ai donné. Je lui ai dit, c'est terminé. Et il avait raison. Je te dis quelque chose, je suis incapable de le vivre. J'aurais pu lui dire, dis-moi, Khatsouf, c'est honteux. Je vais dire, non, mais tu comprends, c'est vrai, tu as raison, mais
Il va me dire la même chose. Ouais, papa, t'as raison, non, j'en ai plus 3 de copines, j'en ai plus que 2, tu comprends? Qu'est-ce que je fais? Ah, je suis mal barré, hein. Il va me faire le même truc. Non, mais tu comprends, c'est vrai, mais néanmoins. La même chose, hein. Ne pas commencer, on ne commence pas. Et vous savez qu'est-ce qu'on se sent mieux? De ne pas se stresser de savoir si, comme il ne m'a pas envoyé un SMS hier, peut-être qu'il m'aime moins. Ou de savoir que la concurrence est en train de s'agiter en classe. Et qu'il y en a une nouvelle ou un nouveau qui vient d'arriver. Aïe, 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 il faut marquer mon territoire. C'est angoissant. On dort tellement mieux le soir, parce qu'on ne se pose pas la question de savoir si mes copains m'aiment toujours. Parce qu'on est entre copains. Si mes copines m'apprécient, c'est sûr qu'elles t'apprécient. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas de concurrence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de concurrence à voir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas... La chasse n'est pas ouverte. La chasse n'est pas ouverte. Alors tout va bien. On est ensemble. Parce que derrière les tensions, derrière tout ça, il y a d'autres enjeux. On ne veut pas se l'avouer. Mais au fond, ça fait mal de voir que... Vous connaissez la chanson « Entre les deux, mon cœur balance ». Mais voilà, son cœur balance sa vie entre ça et là. Et on tente, et on a des stratégies, etc. et tout. Et c'est normal. Si on a besoin d'être rassuré par le regard que l'autre nous porte, si l'autre ne porte plus le même regard, alors on n'existe plus. Et c'est très angoissant de pas exister. C'est très angoissant. Vous le savez, hein, vous les adultes, dans votre couple, à chacun. Si l'autre ne nous regarde plus, c'est pas simple, je n'existe plus. Alors, a fortiori, dans un univers d'adolescence, dans lequel on a un problème de savoir qu'est-ce qu'on est véritablement, le problème de notre image, le problème de notre place. L'adolescence, c'est un moment formidable, c'est extraordinaire. On a des énergies à revendre, on a des vraies batailles, des vraies. Pas des fausses batailles, genre le contrat de machin, ça c'est de la rigolade. Des vraies batailles de vie. On va se prouver qui on est. On va se prouver qui on est. Qui je suis. Je vais me montrer que c'est moi qui dirige. Que ce ne sont pas mes désirs qui vont prendre la direction de ma vie. Que je ne suis pas soumis à l'impact du groupe. Que ce n'est pas la société qui va m'imposer. C'est pas parce que tout le monde a le iPhone, iPad, que pour autant j'en aurai un. Que je suis capable de me dire le soir, eh bien c'est pas parce qu'on me demande de répondre que je réponds. De poser des cadres et des limites. Et à ce moment-là, le danger c'est de se faire exclure du groupe. Si le groupe veut m'exclure, ça veut dire que je suis dans la bonne direction. Ça veut dire qu'au fond je remets en cause. Ça veut dire qu'au fond je prends une place. Et c'est ça au fond, se respecter. Avoir un respect pour soi-même, surtout qu'il s'agit d'une affaire de très peu d'années. 14, 15, jusqu'à 20, 21. Et en plus, on s'habitue très vite. Qu'entre 14 et 18, eh bien, on la regarde comme une colombe qui est en chemin. Et on le regarde comme un futur grand. Au bout d'un moment, c'est plus nécessaire. Mais pour ça, il faut être clair. Il faut donner à nos enfants ce que l'autre peut leur apporter. De l'admiration, de l'écoute, de l'encouragement et de la chaleur et de la tendresse. Parce que moi, si j'en ai pas, je vais le chercher. Et si je suis un garçon, je vais le chercher sur une fille parce que je sais que je le trouverai. Et au fond, vous savez, je vais vous raconter l'histoire de ce qu'on appelle les relations platoniques. Ou Shomer ne Gyat chez Shomer ne Gia. Et je le crois. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour moi, je vais me mettre dans la catégorie fille, c'est super valorisant d'avoir un garçon qui me parle de ses difficultés à la maison, à qui je remonte le moral, à qui j'encourage, et qui me dit, tu te rends compte, depuis que tu me parles, j'ai recommencé à bien faire la fila, et grâce à toi, je me sens super valorisé. Mais tout ça, c'est du pipeau. Parce que si un garçon a besoin de se recentrer sur lui-même, parce que tout simplement, il aura les encouragements d'une jeune fille, derrière, il y a une autre attente inconsciente qui est présente. Mais je comprends parfaitement. Si on ne l'a pas chez nous, on a besoin de le trouver ailleurs. Et comme c'est ouvert, on y va. Je ne peux pas juger. La jeune fille qui, quand elle rentre à la maison, la seule chose qu'on lui dit, c'est « t'as vu à quelle heure tu rentres? Et t'as vu comment t'es habillé ?» Alors que quand elle se retrouve dans un autre univers, on l'accueille, on lui dit « comment tu vas? Quel plaisir de te voir !» Oui, on a une responsabilité. Comment est-ce que nous accueillons nos enfants à la maison? Comment leurs copines les accueillent? Comment leurs copains les accueillent? Salut, comment tu vas? Et pas, t'as vu? Ben oui, c'est normal. On a besoin. Et là-dessus, on a peut-être du travail à faire, nous, en tant que parents.
En tant qu'adulte, on doit être capable d'abord de leur montrer le bonheur que l'on a de les voir, parce qu'ils existent, et on les aime comme ils sont. Et après, leur montrer que l'amour n'est pas conditionnel. Vous le verrez très vite dans les relations garçon-fille. Alors là, j'enlève ma kippa. Dans les relations dans lesquelles on considère qu'à un moment, on peut être borderline et commencer à plus être chômeur de guilla. Les filles, je vous donne une info. Testez un jour. Si malheureusement vous êtes tombé dans l'univers dans lequel on ne sait plus se dire juste comment tu vas sans se toucher, de dire au garçon qui est en face, si ça ne te dérange pas, j'ai décidé que tu ne me touches plus. Vous allez beaucoup pleurer après, parce que ça risque de s'arrêter très vite. Mais au moins là, vous saurez au fond où était la relation. Là au moins, ça sera clair. Là au moins, vous aurez compris comment vous vous êtes fait escroquer depuis le début. C'est une claque, mais je vous propose de ne jamais la prendre. Mais si on est dedans, je vous souhaite de la prendre le plus vite possible. Parce qu'au moins à ce moment-là, les choses seront claires. Et c'est normal, c'est pas des pourris. Il y a des hormones qui bouillonnent. Qu'est-ce que vous croyez? À un moment, la pub, elle tourne autour de quoi? Les films, ils tournent de quoi? C'est quoi les vidéos les plus vues? C'est les pâquerettes? C'est la balade des antilopes? Le vol de l'aigle royal? C'est ça qu'on regarde le plus? Entre vous et moi. C'est quoi les scènes dont on a besoin d'agrémenter tous les films? C'est quoi les images qui marquent? C'est quoi les images qui font consommer? On le sait. On joue avec quoi? Avec la partie inférieure du corps. On joue avec quoi? Avec la dimension animale de l'être. Mais je suis désolé, je décide de ne pas être ça. À un moment, on a le droit de faire ce choix. On a le droit. On a aussi l'obligation de faire en telle sorte que ce choix, il ne soit pas là juste pour nous, mais pour tous celles et tous ceux qui sont autour de nous. Parce que je vous assure, on a 16 ans, 17 ans, mais si on donne une tonalité, vous ferez quoi quand vous verrez votre petite sœur qui a 12 ans commence déjà à se mettre devant le miroir et lui dire « Miroir, oh miroir, dis-moi, qu'est-ce qu'on se pensera ?» Parce que 12 ans, elle est tout sauf équipée pour ça. Elle est rentrée dans le monde des princesses, le monde du rêve, le monde dans lequel elle risque de se faire avoir. Alors déjà, ne serait-ce que pour eux, nous avons aussi une dimension d'exemple. D'exemple que nous décidons d'être. Parce que j'aime mes frères et sœurs. J'ai envie de leur montrer que dans la vie, on peut décider de jouer haut de gamme et pas bas de gamme. Et de ne pas être à l'image de ce que nous proposent toutes les revues d'ambiance du même genre. On ne vit pas dans « oups » et « voilà et autre ambiance ». Vous savez, cet univers de paillettes, de strass, d'illusions d'amour, je le connais fort bien de l'intérieur pour différentes raisons. Ce monde des artistes que vous voyez sur les photos magazines, moi je les ai souvent en face de moi, pour de multiples raisons. Et les regards sont vides, les regards sont morts, les regards sont tristes. Seulement quand le photographe arrive, on affiche le sourire numéro 17 bis, et on fait de belles déclarations qui donnent l'illusion que tout va. Mais vous croyez que ça va comme c'est marqué, vu à la télé? L'univers, il est autre. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Dernier élément, avant de passer, si vous le voulez, aux questions. On a vu que c'est complexe. On a vu que c'est difficile. Et au fond, les sociétés avaient parfaitement compris que les garçons et les filles, il ne fallait pas mélanger. On se voit, une fille ne me fait pas peur, un garçon ne me fait pas peur. C'est pas le moment, c'est tout. La Coltsman-Vette, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Maintenant, à l'intérieur de notre communauté, qu'est-ce qui se passe? Je vais parler aussi un peu aux parents. À ces mères qui, au fond, inconsciemment, sont tellement heureuses de voir que leur fille plaît. Comme si, via leur fille, elle reprenait une nouvelle jeunesse. À ces hommes qui, au fond, réalisent que leur fils... il est beau gosse. Et que quelque part, inconsciemment, il y a... Où est-ce qu'on en est dans la tête?
C'est dans la tête que ça se passe. Parce que les enfants, ils perçoivent ce qu'il y a dans la tête. Si au fond, ça nous plaît de voir qu'ils plaisent, alors ils auront envie de plaire. Si pour nous, l'enjeu n'est pas là, mais il est ailleurs, on les aidera. Seulement, et je répète cela, si vous voulez, en tant que parents, aider vos enfants face à un combat qui est colossal, et comme je le dis, je vous admire. Et ce n'est pas juste pour sortir le violon et me faire copain avec vous, parce que vous êtes confrontés à des choses incroyablement difficiles. Vous êtes confrontés à ça. Comme je l'ai dit un jour dans un cours, quand j'avais 15 ans, si je voulais aller voir des trucs pas très cachers, comme tout enfant de 14-15 ans, un jour il a eu envie d'avoir son regard qui se tourne à droite et à gauche, c'était compliqué. Il fallait mettre la casquette, planquer les péotes, ranger les titites, sortir, aller devant un endroit, un kiosque à journaux, repérer, personne à droite, personne à gauche, et t'étais tellement dans l'angoisse que t'achetais pas le truc. Aujourd'hui, vous êtes à la maison, vous ouvrez le machin, vous avez ce que vous voulez, ceux qui résistent. Mais je m'incline devant eux. Je m'incline. Et vraiment, parce qu'avoir 15, 16, 17 ans et savoir dire non alors qu'il est là, c'est énorme. Vous êtes la génération qui va tout changer. Parce que tout simplement, tout est ouvert. Et vous êtes capable, si vous le voulez, de décider non. Nous posons des limites, nous posons des cadres. Vous rentrez à la maison, vous dites, ce joujou ne gouvernera pas ma vie, je le range. Tiens papa, tiens maman. Avant demain matin, je ne veux plus qu'il envahisse mon existence. Je me mets des filtres, je vous donne le code. Vous avez le droit de le regarder. Je me donne une aide en vous donnant la liberté de voir. Parce que je sais que c'est difficile. Mais c'est ça la grandeur. C'est ça la force. C'est ça la vraie puissance. Et Zéou, Gibor, Hakovesh et Titzro. C'est pas simple de sortir des solutions de facilité. Surtout qu'aujourd'hui, on considère que c'est banal et que c'est normal. Je vais raconter une histoire qu'un rabbi chassidique actuel a racontée. Il disait qu'un jour, il appelait son shamash, rabbi chassidique, a dit « Je vais aller au cinéma. » Ah. Alors le shamash, il regarde le rabbi, il dit « Rab, vous êtes sûr ?» Il dit « Je vais aller au cinéma. » Bon. Ouais, d'accord. Un peu déstabilisé, il dit « Mais Rab, la grande barbe. » Il dit « Oh, t'as raison. » Il prend la barbe, tac, 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 il se déroule, hop, il rentre la barbe. Il dit, Rabbi, grand chapeau. Ah, il dit, t'as raison, va me chercher une petite kippa. Il cherche la petite kippa. Après, il dit, Rabbi, le long manteau. Il dit, t'as raison, va me chercher une veste courte. Après, il dit, Rabbi, les chaussettes dans le pantalon, là, le pantalon golf. Va me chercher un autre pantalon. Et après, il continue, et la veste, et la truc, et le machin, etc. À la fin, le mec, super beau gosse, frais. Il sort. Il arrive dans le cinéma. Et le cinéma, il a déjà fermé. Le temps qu'il a fallu se préparer pour y aller, le temps qu'il a fallu pour se maquiller, c'était trop tard. On n'a plus ce temps-là aujourd'hui. On veut, on peut. On veut, on a. J'ai envie de discuter avec elle, tac, 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 je l'ai tout de suite. J'ai envie de regarder un film à 2,50 francs, et encore 2,50 francs, c'est cher payé. Pour ce genre de cochonnerie, je l'ai. J'ai envie de discuter, tout est là. Tout est ouvert. Et je dois résister. Résiste et prouve que tu existes. Être capable de prouver qu'on existe, c'est en résistant. Ça a été comme la résistance dans la guerre. Tu existes, tu considères que tu es un être humain, alors montre que tu es capable de résister à la facilité de la collaboration avec ton Yetzirah. Et il est dur, et il est lourd, et il est violent. Mais en même temps, une fois qu'on l'a eu, il retente. Mais vous savez, c'est quoi le bonheur de dire non et de réaliser que c'est nous qui avons pris le contrôle? Au début, c'est compliqué. Pression des autres, pression du Yetzer, pression de tout. Mais on peut. C'est notre vie qui est en train de se construire là. Et Bémet, c'est pas pour dire après vous allez tous aller à la yeshiva, au séminaire, vous allez tous avoir des grands chapeaux et des grands... Non, non. On va être des hommes et des femmes dignes de ce nom. Dignes de ce nom. Parce que vous êtes dans une société mixte, parce que vous êtes dans une société difficile. Mais n'oublions pas nos parents.
On doit fonctionner sur le même principe. Résiste, prouve que tu existes. Résiste à ta colère. Résistons à notre seule facilité de leur crier dessus. Résistons à la facilité de ne pas engager le dialogue. Résistons nous aussi à ce système de facilité dans lequel on va leur payer ce qu'ils veulent pour qu'ils nous fichent la paix. Si nous-mêmes on est capable un tout petit peu de donner l'exemple, alors je pense que quelque part on peut installer quelque chose. Sinon, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Voilà déjà quelques éléments de réflexion. Alors je dis tout de suite, il y a un texte dans le Mesilat Yesharim qui parle beaucoup d'une chose qui est la pire de toutes. Cette chose-là, c'est ce qu'on appelle la letzanout, la moquerie. On dit que le moqueur utilise un bouclier enduit d'huile pour empêcher que la flèche de la remontrance puisse à un moment l'atteindre. Ça, c'est à nous de savoir dans quel club on a envie de faire partie. De ceux qui, au fond, n'ont pas envie de se laisser interpeller et qui vont utiliser la dérision pour pouvoir, au fond, ne pas se remettre en cause, ou de celui qui a le courage à un moment de dire « J'accepte, ça me concerne moi aussi ». Et en ce moment-là, il devient quoi? Un Yehudi, un juif. Parce que Yehudi, juif, ça vient de la racine de Yehuda. Et Yehuda, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été modé, il a reconnu. Il a dit, j'ai fait une erreur. C'est ça être juif. La malchoute, la royauté d'Israël, elle est l'apanage de ceux qui peuvent dire à un moment, il y a une parole qui me bouleverse, je me laisse bouleverser. Il y a une parole qui me dit quelque chose, eh bien à un moment j'accepte de l'entendre. C'est parce qu'elle vient de moi. Je ne suis que le vecteur d'une parole qui dure depuis 3300 ans. D'une parole qui a réussi à nous maintenir. Regardez, vous faites de l'histoire. Les sociétés comme les nôtres, dans l'Antiquité, c'était quoi? Rome, Sparte, Athènes. Où est Rome? Où est Athènes? Où est la pensée grecque aujourd'hui? Elles ont disparu. Parce que cette pensée était intéressante, mais elle était incapable de se traduire dans les actes. Société dépravée, société orgiaque, société dans laquelle c'était le plaisir à l'instant T qui était fondateur. Elles ont eu un moment, une forme d'éclat, mais le déclin n'a pas tardé à venir, et elles se sont complètement éteintes. Le seul qui reste dans l'histoire, c'est le clan d'Israël. Celui qui n'a jamais été en même temps que les autres. Celui qui est capable à un moment de dire que je ne suivrai pas juste à l'inclinaison de mes sens, mais ce qui fait la particularité de l'être, c'est-à-dire mon intelligence, c'est elle qui dirigera mon existence. C'est ça qui nous donne la force. David, Melech Israël, Chai Vekayam. David, il est roi d'Israël. Chai, il vit. Vekayam, il se maintient. Ce n'est pas un one-shot, c'est dans la continuité. C'est un défi immense. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais quel bonheur de gagner ce défi. Quel bonheur de se regarder et de voir que c'est moi qui ai le contrôle de ma vie. Ça va avoir un retentissement à tous les niveaux. Dans l'univers de l'entreprise aussi. De quelqu'un qui est capable à un moment de résister et de savoir où il se positionne à tous les niveaux. Mais on ne le voit pas immédiatement. C'est sûr. Alors, on a aujourd'hui le choix entre deux solutions. La solution de facilité, c'est de se laisser aller, de se mettre des pseudo-barrières, d'inventer des pseudo-théories pour justifier ce que l'on a envie d'être. Vous savez, il y en a qui vont dire, non, oui, mais en vérité, moi je vous explique, parce qu'en vérité, si on ne parle pas à une fille, alors on va être traumatisé, et après on va ta. C'est à quoi ça me fait penser au bonhomme qui est toujours sans aux fléchettes. C'est comme il faisait. Il tirait la flèche, et une fois qu'il avait fini de tirer la flèche, il faisait la cible autour. On invente une théorie pour justifier ce qu'on a envie d'être. On invente une théorie a posteriori pour justifier ce qu'on a envie d'être. Ou alors, on a la cible, on a la règle, elle est là. Ah, vous allez dire, oui, mais moi je veux pas parce que j'ai vu des ultra-orthodoxes en Israël qui dans les bus. Mais vous savez, on a tous nos juifs. On a tous nos juifs. Moi je me rappelle un jour, j'étais à Mea Sharim, il y avait une fille qui s'était garée là-bas et comme disait l'autre, c'était pas une jupe, c'était une ceinture qu'elle avait. Ok. Alors il y en a qui ont dit, ah! Je dis, mon frère, d'abord on lui court en devant, tu le regardes. Un. Et deux, explique-lui qu'en effet, ici,
on demande aux gens s'ils ont la gentillesse de bien vouloir ne pas trop exciter le regard des hommes en se baladant un peu trop déshabillé. C'est entendable. C'est la tignoute, hein. C'est aussi pour nous aider, hein, nous les garçons. Parce que je suis désolé, même si le truc il est là, et il est là, mais que c'est bien serré là où il faut, comme il faut pas exagérer. À un moment, c'est sûr, on trouvera tous nos juifs. Les gars qui crachent sur les femmes, etc. Mais il y en a partout. Seulement, vous savez, souvent nous attendons inconsciemment ce genre de situation. Parce qu'elles servent pour nous de prétexte pour justifier ce qu'on a envie d'être. C'est comme l'antisémitisme. L'antisémite aura toujours un exemple de juif pervers, de juif crapule, pour justifier son antisémitisme. Et on va fonctionner comme eux. Non. Je ne me reconnais pas dans ceux qui, au nom, parce que la halakha nous demande de la vigilance dans la mixité, se permettent d'avoir des attitudes intolérables face à une femme, sauf si bien sûr celle-ci est dans la provocation. Mais dans ce cas-là, la meilleure chose à faire quand vous êtes dans la provocation, c'est de répondre et d'avoir le sens de l'humour. La violence n'est jamais acceptable. Jamais. On a le droit, et on peut faire passer tous les messages, de manière élégante, de manière belle. On peut regarder sans regarder l'autre. On peut apprendre à être à la bonne distance. On peut apprendre tout simplement à savoir être soi, sans avoir besoin d'être sans arrêt vu. Une jeune fille peut sortir, et au moment où elle sort, se rappeler qu'elle doit couper le courant pour garder le maximum d'énergie le jour où elle réouvrira le courant, mais pour son conjoint. C'est la même chose dans l'autre sens. Et ça, on peut le faire. Il faut juste en avoir envie. En avoir envie et en faire peut-être aussi une dynamique. Bémet, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Moi je le dis, et je le ressens terriblement fort. Vous avez un pouvoir aujourd'hui, vous qui êtes en train d'arriver à l'âge adulte, de changer les choses. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais vous devez le savoir. Il suffit d'un système, d'un groupe. On décide. Et c'est un mouvement, c'est une lame de fond. On peut changer des univers. On peut changer des univers et parfois ce ne sont que quelques individus mais qui vont faire ça avec le sourire, avec la gentillesse. Et on transforme. Et vous transformerez vos parents. Parce que vous leur montrerez que vous êtes capable, vous, de vous remettre en cause. Alors dans ce cas-là, nous les parents, on devra se poser la question, est-ce que nous, on se remet aussi en cause? Moi, c'est ce que je vous propose. Je vous propose de mettre en place un système qui vous permettra un jour de vivre une expérience fabuleuse. Et même si ce n'est pas l'objectif de la conférence, je le dis aussi. Un de nos garçons, après son bac, est parti à la yeshiva. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit, papa, tu diras à mes copains que la yeshiva, ce n'est pas une option. Que c'est un univers dans lequel on se construit. Que faire un an de séminaire pour une fille, ce n'est pas une option. J'ai le bonheur d'être marié avec une épouse qui est dans le monde du travail et dans plusieurs univers. Tout ce qu'elle transmet aujourd'hui, c'est ce qu'elle a appris pendant ces années de séminaire, tout en pouvant par la suite être dans un univers radicalement différent. Il faut le savoir. Ce n'est pas l'univers du religieux et de l'orthodoxe et du machin. Ce sont des univers dans lesquels on comprend le sens de ce que l'on fait. Quand vous savez pourquoi on fait les choses, quand ça a du sens, ça a de l'écho, ça a de la résonance, ça devient tellement plus simple. Les batailles deviennent tellement plus faciles et les victoires sont tellement plus belles. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis tellement conscient de la difficulté. Parce que d'abord, comme je vous l'ai dit, j'ai eu aussi 15, 16, 17 ans. Et je sais parfaitement ce qui se passe. On ne va pas se la raconter, si les parents n'étaient pas là, on aurait d'autres choses à se dire entre nous. Et je sais comment c'est pas simple. Et comment parfois, on tombe et on se casse la figure. Et on se sent coupable. Alors pour ne plus être coupable, on dit, allez, on s'en moque. C'est pas grave. Et maintenant, tu crois que tu as pu tomber. Alors crois que tu peux te redresser. Il faut savoir que la force du Satan, c'est de dire, t'as vu, t'es un bidon, t'as échoué, tu n'y arriveras jamais, c'est pas vrai, tu m'as une fois, tu m'auras pas la deuxième, tu m'as eu la deuxième, tu m'auras pas la troisième. Ah, vous allez dire, mais comment ça se fait que je retombe? C'est un exemple très simple. Quelqu'un creuse un trou,
Et chaque fois, le sable y retombe. Il en a marre. Il ne se rend pas compte qu'au fur et à mesure, ça devient de plus en plus simple à creuser. Parce que le sable est devenu meuble, le sable est devenu plus simple. Et donc, à partir de cela, eh bien, on arrive à mieux faire les choses. Et je terminais juste sur une histoire que j'aime beaucoup raconter, que vous connaissez sûrement. Avant de passer à vos questions, c'est l'histoire des 3 sacs et du grand sac. Il y a un grand sac, et il y a 3 petits sacs. Et au fond, ce qu'on demande à quelqu'un, c'est de mettre le contenu des 3 sacs dans le grand sac. C'est le professeur d'Harvard qui dit « c'est mon dernier cours de l'année ». Alors il dit « attends, c'est quoi? Le dernier cours de l'année, Harvard, c'est de mettre le contenu de 3 petits sacs dans un grand sac. C'est quoi cette histoire de fou? Alors il y en a un qui vient, il prend le premier, le deuxième, et il met le 3. Et concrètement, il dit « non, ça va pas monsieur, il n'y a pas assez de place ». Qu'est-ce qu'il y avait dans les 3 sacs? Dans un, il y avait des gros cailloux. Dans l'autre, il y avait du gravier. Dans le troisième, il y avait du sable. Le prof dit, ici, on peut tout mettre. Mais regarde, on ressort tout. On commence d'abord par mettre les gros cailloux. Après, on met le gravier, et comme les cailloux ne s'emboîtent pas parfaitement les uns avec les autres, alors en secouant un peu, le gravier passe à travers tous les interstices qui restent. Et après, on met le sable. Et comme le sable est beaucoup plus fin, il passe à travers toutes les ouvertures qui restent, et on met tout dedans. C'est quoi les cailloux de notre existence? C'est quoi le gravier? C'est quoi le sable? Quand on commence d'abord par mettre le sable, c'est-à-dire l'accessoire, souvent on ne mettra pas l'essentiel. Quand on commence d'abord à mettre l'essentiel, on pourra mettre par la suite l'accessoire. On a besoin d'avoir toute notre tête pour se concentrer sur notre construction, sur nos études, sur ce que l'on apprend, sur développer un vrai lien avec notre famille. L'accessoire, qui est important, qui est la dimension un peu plus fun, l'univers des relations dans lesquelles on sort, on se promène. La Colzmann-Welt viendra en temps et en heure. Préservez-vous, protégez-vous, gardez votre beau regard, un regard lumineux, un regard pétillant, un regard qui n'a pas été altéré par des gestes, par des mots qui sonnent tellement beaux, mais qui sont au fond souvent tellement faux. C'est cela au fond votre défi. Nous, parents, notre défi, c'est de réaliser que nos enfants ont des combats énormes, de savoir les applaudir, de savoir leur dire qu'on est fiers d'eux, parce que c'est pas simple, mais en même temps leur dire, c'est normal. Un enfant qui vient et qui dit, ah papa, tu sais, j'ai pas fait telle et telle énorme bêtise, il faut lui dire, mais j'espère bien aussi. Pourquoi? Et je conclus là-dessus. Parce que j'avais un maître un jour, qui a passé par la Shoah, qui a perdu son épouse et tous ses enfants, qui a tout reconstruit après, qui n'a pas fait de la difficulté une excuse pour ne plus aller de l'avant. Un jour, quelqu'un lui a dit, oui, mais vous comprenez, c'est difficile, etc. Le rabbin lui a dit, alors, noblesse oblige. Noblesse oblige. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un descendant d'Avraham, d'Yitzhak et de Yaakov, de Sarah, de Rivka, de Rachel et de Léa. Tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents ont maintenu la flamme de ton judaïsme. Ils se sont battus, que ce soit dans le Mélar, que ce soit dans le ghetto, que ce soit au moment de l'Inquisition, que ce soit dans les pogroms ou dans la Shoah. Eh bien, tu es une chaîne, un maillon de cette chaîne, un maillon en or. Noblesse oblige. Je sais que c'est difficile, mais tu es à la hauteur parce que tu as une histoire qui te donne cette possibilité. Alors soyons capables de l'installer de manière concrète. Réalisons que ce ne sera pas tous les jours simple. Le Fum Tzaragra, c'est les efforts qu'on va essayer de faire qui seront la meilleure des récompenses, et c'est eux au fond qui nous construiront. Je vous remercie pour votre écoute, et maintenant, si vous le voulez bien, on passe un petit quart d'heure de questions. Les questions dérangeantes se posent de la manière suivante. J'ai une copine qui n'ose pas poser sa question, je la pose à sa place. Idem du côté des garçons et des couples. Allez-y, vous avez un quart d'heure pour les questions. Allez-y. Allez, pour une fois qu'on vous donne la parole, prenez-la. Oui. Alors, allez-y, question. Oui. Chut, s'il vous plaît. On va juste un petit quart d'heure pour les questions. À quel âge on doit avoir la mixité? On doit faire la mixité. À la mixité, ça va jusqu'à 6-7 ans. À partir de 6-7 ans, on commence à créer des univers différents. Et la mixité d'après, ça sera celle qu'ils découvriront lorsqu'ils rencontreront la personne avec laquelle ils sont censés construire leur futur. Et ça, c'est même avec les liens familiaux, par exemple, entre cousins. Cousin, cousine,
y a parfois des mariages en urgence qui se créent par les cousins, cousines. Si la cousine elle est en déficit de sourire et le cousin en déficit d'attention, cousin, cousine, ils ont le droit, al pi halakha, d'être dans le même lit. Hein? Quand ils seront mariés. Le problème, c'est le before, pas le after. D'accord? Donc, oui, mais vous savez, Baruch Hashem, on a grandi dans un univers de cousins et cousines. Et il se trouve que j'ai grandi dans une famille dans laquelle les cousins et cousines étaient des enfants de rabbanim importants. On s'est toujours parlé. Mais il y avait des distances normales, on se parle, on rit, on joue ensemble, mais il y a des frontières naturelles et évidentes. Il y a des frontières naturelles évidentes, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que si c'est évident pour les parents, c'est aussi évident pour les enfants, souvent. Oui? Je vous écoute. S'il vous plaît, juste un peu de silence pendant la question. Merci beaucoup. Concrètement, quand l'enfant est déjà sur Facebook et qu'il discute tous les soirs avec une copine, qu'est-ce qu'on lui dit? Alors qu'est-ce qu'on dit à un enfant qui tous les soirs, donc c'est un garçon, qui tous les soirs est sur Facebook et discute avec sa copine? Alors d'abord, il faut lui demander, mais à quoi ça sert? Alors moi je ne demande même pas à quoi ça sert de discuter avec la copine, à quoi ça sert Facebook? Entre toi et moi. À quoi ça sert? We will survive. On peut survivre même sans Facebook. Et là-dessus, alors vous allez me détester. C'est pas grave, j'assume. À un moment, il faut se poser la question de savoir, tout ce qu'on nous propose, on y va. Pourquoi? Moi, je suis sur Facebook. J'ai, je crois, à l'heure actuelle, 3783 amis. Je suis heureux. Mon code, c'est un de mes assistants qui l'a. La seule chose qu'il n'a pas le droit de voir et qu'il ne voit pas parce qu'il y a une relation évidente entre nous, c'est quand on pose des questions. Oula, c'est évident. Mais c'est lui qui accepte mes amis, qui leur envoie des messages sur les activités qu'on fait. C'est un très bon moyen de communiquer. Mais pour ceux qui ne sont pas encore dans l'univers de la nécessité de communiquer parce qu'ils organisent des activités, au fond. Et puis vous savez, regardez. Bonsoir monsieur, comment ça va? Ah, au fait, ça fait plaisir de vous voir. Ah tiens, c'est sympathique de te voir. Je suis fou. Hein? C'est souvent ce qu'on fait, on discute en parallèle. À force d'être avec quelle personne, à la fois on est avec personne. Et puis le problème de Facebook, c'est quoi? C'est qu'il manque l'essentiel, c'est le regard. Parce qu'une relation, c'est dans le regard. C'est pas via. C'est pas via. On parle en regardant par terre maintenant. Tac, 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 tac. On se muscle le pouce. Vous savez qu'il y a des pathologies, hein, que les kinés découvrent maintenant. Il y a des vraies pathologies. Aussi, quand vous avez des trucs dans les oreilles. J'ai un copain qui est ostéopathe, il dit qu'il traite sur les pathologies de ceux qui se baladent des trucs dans les oreilles, qu'une nouvelle démarche. Et il faut tout rééquilibrer. Liberté! Comment il disait Paul Éluard, c'est notre programme de première, liberté, liberté chérie. Retrouvons notre liberté. Maintenant, c'est sûr que si quelqu'un a besoin de discuter tous les soirs, qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il attend? Peut-être qu'il attend un sourire qu'il n'a pas trouvé ailleurs. Peut-être qu'il attend un réconfort dont il a besoin. Peut-être qu'il a besoin d'une oreille complaisante, gentille, qui ne pose pas de questions et qui l'admire. Enfin, pas l'oreille, la bouche qui parle après. Voilà. Il faut en discuter. Moi, je suis pour le principe, et les enfants qui sont là vont me haïr, ça ne me dérange pas, qu'à la maison, il y a des règles. Et s'il y a Facebook, s'il y a Internet, c'est entre 18h30 et 18h50. Éventuellement 19h. Pourquoi? Parce que quand tu fais un truc, tu le fais. Tu veux Facebooker, mon frère? T'es dedans. Une demi-heure, vas-y. T'as terminé? On passe à autre chose, next. Toute la soirée.